Eh bien, merci à tous d'être venus en si grand nombre, alors que les beaux jours refont surface sur notre cher pays. Ça va être difficile de passer derrière Pierre-Yves qui arrive à se mettre la salle dans sa poche avec ses quelques blagues. Je vais essayer d'en faire un petit peu, mais je suis sûrement un peu moins drôle. Mais en tout cas, oui, je voulais vous remercier d'être venus en si grand nombre, parce que justement, c'est souvent un reproche qu'on fait un peu à la mouvance souverainiste. On lui reproche son manque de vitalisme, mais aujourd'hui, je dois vous le dire, c'est quasiment... et c'est peut-être même la conférence devant le plus grand nombre que j'ai fait. Donc je vous tire mon chapeau déjà d'être venu vraiment en si grand nombre, et ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et c'est vrai que oui, ce livre, quand je l'ai annoncé à différentes personnes sur Louis Sarkozy, c'est vrai qu'on m'a tout de suite fait en tout cas on m'a posé quelques questions. À quoi bon faire un livre sur un personnage dont on n'entendra plus parler dans les 6 mois à venir? Pourquoi le mettre en lumière? Et c'est vrai que ce personnage, il m'a tout de suite intéressé, parce que déjà, on aime toujours les dynastie familiale en politique. Vous savez, aux États-Unis, on a eu la dynastie des Kennedy, des Roosevelt. En France, on a eu des grandes dynasties, bien évidemment avec la monarchie, mais même avec la République. C'est les Carnot, par exemple, ou même les Debré, plus récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, disons qu'on est un peu descendu de quelques niveaux, parce que je pourrais vous citer les Duhamel, les Colosimo aussi, Anastasia, même si elle a un côté assez intéressant, on va dire, avec ses saillies. Et aujourd'hui, on a les Sarkozy. Et donc oui, on se souvient tous du père, à mon avis, avec la Rolex à la main, les Ray-Ban sur le nez, le dîner aux Fouquettes, le yacht de Bolloré. Mais il y a aussi un côté beaucoup moins drôle, en tout cas assez dramatique, si je puis dire, c'est que c'est aussi l'homme qui nous a passé par voie parlementaire le traité de Lisbonne de 2007. Ça, on n'oublie pas, parce que si on peut rigoler et qu'il y a un aspect assez drôlatique dans cette filiation, il ne faut pas oublier que la grande famille des Sarkozy restera dans l'histoire de France comme une famille de traîtres, comme on a eu les rois feignants, par exemple. Mais en tout cas, c'est vraiment un nom qui est évocateur, en tout cas pour l'ensemble des Français. Et c'est vrai que oui, depuis son lancement en trombe, que vous avez peut-être suivi cette soirée des jeunes républicains, qui a regroupé une trentaine de personnes, dont bien les 3/4 de journalistes, c'est vrai qu'en tout cas on a entendu tout un écho derrière. Et c'est vrai que ce personnage de Louis Sarkozy m'a intéressé, on va dire, par 3 dimensions. La première, c'est tout d'abord son milieu familial, ses réseaux, son éducation, parce que ça aussi, ça nous dit quelque chose des personnalités politiques qu'on essaye de nous imposer et qu'on met en avant. Le deuxième aspect qui m'a intéressé chez lui, c'est le rôle qu'il joue aujourd'hui dans une volonté de reconfiguration de la droite, et sur l'échiquier, on va dire. Comme l'a très bien dit Pierre-Yves, aujourd'hui, partout en Europe, en tout cas, on sent une volonté des peuples, même en Occident, si on prend le cas Trump, une volonté des peuples, en tout cas, de s'opposer directement à leurs élites. On a pu qualifier ce mouvement en 2016-2017 de populisme. Et là, avec le deuxième gouvernement Trump, on arrive sur cette deuxième version du populiste, à mon avis, du populisme. Et aujourd'hui, on se rend compte en Europe qu'on essaye de la brider. Vous avez dû suivre l'actualité aujourd'hui, avec bien évidemment cette illigibilité, le mot est un peu difficile, mais en tout cas l'incapacité à pouvoir se présenter peut-être pour Marine Le Pen dans les années à venir. On a eu le cas roumain, bien évidemment, et même le cas allemand. Le cas, on l'a vite oublié, le cas allemand, mais quand Musk a fait profession de foi et même intervenu dans un meeting de l'AfD, vous avez eu Thierry Breton le lendemain sur les ondes d'RMC qui disait que si on a empêché en Roumanie un candidat patriote, nationaliste, anti-UE et anti-OTAN de se présenter, on pourrait très bien le faire en Allemagne, et pourquoi pas demain aussi en France. Donc on a quand même, un ensemble de signaux faibles qui nous montrent que les gouvernements centraux partout en Europe commencent à se méfier et à se raidir. Et aujourd'hui, dans ce lieu emblématique, je vais reprendre une saillie monarchiste, la République gouverne mal, mais se défend très bien. Et c'est vrai que le gouvernement central, pour le coup, se défend très bien. On connaît aussi, par exemple, l'ensemble des répercussions, en tout cas des répressions sur les patriotes, notamment en Angleterre. On a pu connaître ça l'été dernier avec les manifestations. En tout cas, c'est vraiment des sujets qui sont préoccupants dans les années à venir. Et aussi, la troisième dimension, comme l'a très bien ouvert Pierre-Yves, c'est vraiment cette opposition au sein du camp national de la droite
entre deux lignes, une ligne libérale conservatrice, on va dire, et une ligne plutôt populiste illibérale. C'est une ligne dont moi je me revendique et que je vais vous expliciter dans cette conférence. Et donc, commençons par la bibliographie de ce cher Louis Sarkozy. Il est né à Neuilly-sur-Seine en 97. Il est le fils de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attia. Sa femme, Nathalie Uzik, est monténégrine, d'origine monténégrine, et elle a travaillé pour le beau-père de Louis Sarkozy, qui est Richard Attia. Richard Attia, peut-être que c'est un nom aussi dont vous avez déjà entendu. Et dans mon livre, je reviens sur un moment télévisuel, mais on va y revenir juste après. En tout cas, comme l'a aussi très bien dit Pierre-Yves, ce Louis Sarkozy a fait ses classes militaires, non pas en France, mais aux États-Unis. Donc là aussi, ça imbrique bien évidemment un état d'esprit. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que son univers mental est proprement anglo-saxon. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, garder en tête. Il se revendique souvent de Churchill, de Lincoln, de Grant. Donc c'est des figures qui nous sont plutôt étrangères à nous Français. Et il y avait même cette description dans un article anglais sur lui qui est assez évocatrice, donc il revenait sur ses tatouages, je cite, un symbole de la révolution américaine sur le bras, une citation du philosophe John Locke, mais aussi quelques tatouages de croisés et 2 pièces romaines sur la poitrine et les côtes et un drapeau napoléonien sur le dos. Donc là vous voyez vraiment, en plus d'avoir vraiment de baigner dans un univers mental anglo-saxon, on peut dire qu'il l'a même inscrit sur son corps. Et c'est vrai que pour vraiment comprendre ce personnage, il faut vraiment aussi s'arrêter un instant sur sa famille. Comme je vous l'ai dit, on connaît bien évidemment son père Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que c'est ? C'est ce fameux grand maire de Neuilly-sur-Seine de 1983 à 2002 et qui côtoie, en tout cas quand il est maire de Neuilly-sur-Seine, la grande bourgeoisie française, les grands patrons, les grands financiers, et notamment Martin Bouygues, qui deviendra le parrain de Louis Sarkozy. Et Martin Bouygues, vous devez le savoir, c'est le propriétaire des chaînes TF1, LCI, sur laquelle officie aujourd'hui Louis Sarkozy. Donc là, pareil, ça vous dit une idée un petit peu des réseaux qui permettent de mettre, en tout cas, de projeter certaines personnalités sur le devant de la vie politique. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment une bascule, on va dire, de la vie politique française. C'est vraiment l'incarnation, comment dire, du self-made man américain, mais version française, donc un peu version raccourcie, en tout cas dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que ça avait même permis à Jean-Philippe Imarijon de sortir ce livre, Sarko l'Américain. Et c'est vrai qu'on a tous en tête cette figure un peu caricaturale du président de la République, courant avec le t-shirt de la police new-yorkaise, justement à New York. Et d'ailleurs, il y avait eu à l'époque, peut-être que vous en souvenez, l'affaire Wikileaks en 2010-2011, et il y avait eu des câbles qui étaient assez intéressants. Et par exemple, on avait su, grâce à cette affaire Wikileaks, que l'ambassade américaine connaissait déjà la volonté de Nicolas Sarkozy de s'engager politiquement à la présidentielle avant même qu'il ait fait sa candidature officielle. Donc là, ça vous dit aussi une idée comme ça, des liens, en tout cas avec des nations étrangères que pouvait faire Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Et même il y avait ce câble qui m'avait intéressé à l'époque Wikileaks, je vous le cite. Il est pro-américain et acquis au principe du libre marché. Il est associé à des mesures dures de lutte contre le crime et le terrorisme. Il est vigoureux sur le besoin pour la France de dépasser ses réflexes anti-américains. Sarkozy est l'homme politique français qui soutient le plus le rôle des États-Unis dans le monde. Et là, il faut bien comprendre qu'on est donc avant sa première élection. Donc en fait, il y a comme eu une filiation directement, j'ai envie de dire, entre le père et le fils. Et le fils a réalisé le rêve, excusez-moi, du père qui était de devenir américain. Et aussi, je me suis attardé rapidement dans ce petit livre sur sa mère et sa belle-mère, parce que les deux ont un lien insoupçonné, c'est leur haine du français de souche. Là aussi, c'est peut-être une déclaration que vous avez en tête. Cécilia Sarkozy s'était par exemple réjouie dans le journal Le Monde de n'avoir aucune goutte de sang français dans les veines. Et d'ailleurs aussi, pour préparer ce livre, je suis retourné lire le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, et il revenait sur une anecdote assez drôle au moment, vous savez, de la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis, où ça avait été vraiment un succès populaire. Et il revenait donc, je cite Patrick Buisson, habitué à
être le centre du motif, l'épouse du président, donc Carla Bruni, crut devoir enrichir sa contribution au débat. Si les Français en général manifestaient une déplorable et fâcheuse tendance à l'entre-soi et au repliement frileux, c'était le huis clos de l'endogamie qu'il fallait, d'après elle, incriminer, ce vieux sang pourri qui se renouvelait pas et, pire encore, refusait de se renouveler. La régénération viendrait de l'apport de sang neuf des populations immigrées. Donc là, vous voyez, bien évidemment, moi je ne tiens pas Louis Sarkozy, je ne lui tiens pas rigueur des paroles qu'ont pu faire ses parents, son entourage familial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, il a baigné dans un certain environnement. Et cet environnement, il y a une caricature aussi dans laquelle je reviens dans ce livre, c'est son beau-père Richard Attias. Richard Attias. Là, c'était Carla Bruni, justement. En fait, les deux se retrouvaient de manière indirecte par leur haine, on va dire, du français de souche, en critiquant justement ce vieux peuple, ce vieux sang qui méritait d'être régénéré par des apports extérieurs. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un bain comme ça dans lequel baigne Louis Sarkozy. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un exemple aussi éloquent dans ce milieu familial, c'est son beau-père Richard Attias. Richard Attias, peut-être aussi que vous le connaissez, c'est un homme d'affaires cosmopolite au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est un homme qui fait du réseautage mondialement, notamment avec les pays africains. Et j'ai repris une vidéo à l'époque, vous saviez, Franz-Olivier Gisbert avait une émission politique qui s'intitulait « Les grandes questions ». Et en 2014, il avait comme ça, sur son plateau, Éric Zemmour, Daniel Cohn-Bendit et Richard Attias. Donc vous imaginez, l'émission a été un peu houleuse. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Zemmour jouait le rôle un petit peu de l'identitaire, en tout cas du protecteur de la cause nationaliste, quoi qu'on puisse penser de Zemmour. Et en face, vous aviez bien évidemment Daniel Cohn-Bendit, Richard Attias, cette grande famille cosmopolite qui s'assume justement, qui vante les brassages. Et à l'époque, Richard Attias vendait le modèle de Londres, de Shanghai justement. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que justement, quelques années plus tard, en 2019, Louis Sarkozy, dans une de ses premières télévisions, revenait justement sur cet exemple et vantait les mérites que lui avait apporté sa famille d'avoir des amis comme ça un peu partout dans le monde. Et justement, il regrettait que des gens en France, de souche, n'aient pas eu cette capacité d'avoir des groupes d'amis autres que ceux de leur périmètre, on va dire, de naissance. Donc là, vous voyez encore, il y a vraiment cet univers, cette opposition entre d'un côté l'enracinement, de l'autre côté le cosmopolitisme. Et ça l'a vraiment, on va dire, influencé. Ensuite, la deuxième dimension dont je vous ai parlé au début de cette conférence, c'est son rôle aujourd'hui dans la reconfiguration du paysage politique français. Et comme l'a dit très bien Pierre-Yves, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rêve du flotteur droit de l'extrême centre, c'est de refaire une Buisson. Qu'est-ce qu'était la fameuse Buisson? C'est en 2007, justement, ça a été une des seules élections où le RN, anciennement FN, enfin en tout cas le FN de l'époque, avait régressé justement dans ses votes. Parce que justement, à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, ces fameuses déclarations de Nicolas Sarkozy sur le Karcher, vraiment un discours porté sur l'identité, sur le domaine sécuritaire. Et c'est vrai que justement, la campagne Buisson avait réussi à venir gratter une partie de l'électorat qui commençait déjà, notamment populaire et des classes moyennes, à se déporter de plus en plus vers le Rassemblement national. Et justement, aujourd'hui, l'un des rêves, ou en tout cas l'un des désirs de ce flotteur droit du gouvernement d'extrême centre, c'est de continuer à refaire cette Buisson 2017, parce qu'aujourd'hui, un constat est à faire. Si les classes populaires et les classes moyennes ont définitivement basculé dans le vote Rassemblement national, donc ils ne voteront plus pour le parti, on va dire, de gouvernement de droite, aujourd'hui, en tout cas, le grand péril, c'est qu'une partie de la bourgeoisie patriote, si tant est qu'elle existe, saute aussi le pas et justement rejoigne possiblement le camp national. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment la hantise, parce que si une partie de l'électorat retraité et de la petite bourgeoisie fait la bascule dans le camp national, là justement, le gouvernement central, là justement, il va commencer à se mettre à vaciller. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une volonté de cadenasser cet électorat et de le conserver dans ce grand gouvernement d'extrême centre. Et justement, Louis Sarkozy, modestement, a son petit rôle à jouer dans cette volonté de captation, et il le joue de deux manières, on va dire. Tout d'abord, il le joue en tant qu'éditorialiste. Là aussi, quand j'avais fini d'écrire ce livre, Valeurs Actuelles, qui a lancé sa nouvelle formule, nous a fait cette grande surprise de nous dévoiler leur nouveau pourlin, leur nouvel éditorialiste vedette, qui est Louis Sarkozy. Et là aussi, c'est un moment assez intéressant, parce que Louis Sarkozy,
on va dire à partir de l'âge de 20 ans, il avait commencé justement à devenir éditorialiste. Mais pour le coup, il était éditorialiste aux États-Unis, dans le Washington Examiner, qui est un média conservateur. Et petit à petit, on l'a vu venir comme ça en France. Vous avez sûrement dû le voir pour la première fois sur LCI. Au moment de la campagne américaine, ça a été un correspondant justement pour essayer de comprendre la politique américaine. Et de correspondant à LCI, il a commencé à faire des piches pour le Figaro Vox. Ensuite, il est devenu donc éditorialiste chez Valeurs Actuelles et aujourd'hui, vous le retrouvez à la tête d'une émission avec Raquel Garrido, peut-être aussi là que vous avez vu voir quelques passes d'armes entre les deux, c'est assez intéressant. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu vraiment une volonté de le propulser en avant comme ce nouvel éditorialiste un peu vedette, parce que c'est vrai que les autres commencent un peu à se ramollir et ils sont de plus en plus, critiqués. Et c'est vrai qu'un peu de sang neuf, chez les éditorialistes libéraux, ça fait un peu du bien pour eux. Et c'est vrai que derrière son discours, on retrouve, si vous voulez, vraiment le corpus idéologique qu'on retrouve un peu partout chez les libéraux conservateurs, partout en Europe, c'est-à-dire une défense de la valeur travail, une dénonciation du mammouth étatique et bureaucratique, le rejet de l'immigration illégale, mais par contre l'acceptation de l'immigration légale, là aussi c'est très important, je vais y revenir ensuite dans la conférence, et ensuite, vous savez, la promotion de l'assimilation par l'armée, par l'école, et la critique du wokisme et de l'islamisme, en tout cas, le discours modéré, en tout cas, qu'on entend ou en tout cas qu'on peut lire chez Valeurs Actuelles. Et en tout cas, il y a aussi un aspect où on le retrouve dans ce bain, en tout cas libéral-conservateur, c'est sur la politique étrangère. Là aussi, dans un précédent ouvrage, La menace néoconservatrice, j'avais dessiné, si vous voulez, cette position, on va dire, néoconservatrice en Europe qu'on retrouve. On peut la qualifier par diverses positions. Par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, c'est une position plutôt pro-État hébreu. Sur le conflit russo-ukrainien, c'est une politique, ou en tout cas un positionnement pro-Ukraine. On a aussi un positionnement pro-occidental et aussi pro-atlantiste. Et c'est vrai que le moment de l'Ukraine, ça a été assez intéressant parce que pendant la période de la présidence américaine, enfin en tout cas des élections de la présidence américaine, Louis Sarkozy a été vraiment un grand promoteur de Trump. Il s'est vraiment engagé derrière lui. Mais par contre, tout dernièrement, si vous le suivez, il y a eu, rupture. Et rupture à cause de quoi ? À cause des positions de Donald Trump sur l'Ukraine, alors que c'était des positions qu'il avait annoncées bien évidemment pendant sa campagne. Et c'est vrai qu'on a pu par exemple voir Louis Macron dire que le président Macron, quand il a annoncé que la Russie était une grande menace, qu'il avait raison. Donc là vous voyez, comme par hasard, il s'est aussi retrouvé derrière le gouvernement central. Ensuite, pro-Israël, parce que là aussi c'est quelque chose que vous avez peut-être dû entendre, c'est le fameux, en tout cas c'est lui qui a fait cette fameuse phrase qui a fait un peu de bruit à l'époque, en décembre dernier, qu'ils crèvent tous, Israël fait le travail ici de l'humanité. Donc vous voyez, c'est quand même des paroles fortes et c'est vrai qu'il s'est fait un peu connaître grâce à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, si sur la politique intérieure et la politique extérieure, on le retrouve sur un positionnement qu'on pourrait qualifier de néoconservateur, de libéral-conservateur, il est aussi intéressant parce que ça, c'est un débat qui a apparu ces mois derniers au sein de la droite, entre une droite républicaine et une droite woke. Peut-être que vous connaissez le nom de Laetitia Stroche-Bonnard. C'est une éditorialiste pour Le Point, aussi pour le JDD, il me semble, et pour Le Figaro. On la présente comme la nouvelle philosophe libérale conservatrice en France. C'est une traductrice, il me semble, d'Edmund Burke. Alors Edmund Burke, qui est un très bon penseur que je vous conseille, mais par contre elle est un peu moins bonne, on va dire. Et elle a fait un débat dernièrement contre Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'elle se présente bien évidemment comme la droite respectable, la droite républicaine contre la droite woke. Et la droite woke, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, c'est Zemmour pour elle. Et c'est vrai que ce débat, il était assez intéressant parce qu'on retrouve une partie des critiques qu'ont pu faire le camp national justement sur justement Louis Sarkozy. Parce que Louis Sarkozy, peut-être que vous l'avez connu aussi par l'affaire Sarkozy qui s'est emparée des réseaux sociaux. Par exemple, au moment de l'élection de Donald Trump, il avait fait cette déclaration dans un article, je cite, « Si Donald Trump parvient à séduire des électeurs latinos, noirs et féminins, nous devrions aussi courtiser nos concitoyens issus de l'immigration et ne pas laisser cet électorat entièrement à nos adversaires. Le vote musulman en particulier offre une opportunité car cette population est souvent plus conservatrice et en désaccord avec le wokisme sexuel de la gauche. » Donc là, vous voyez quelque part cette
promotion de la collaboration avec une partie de l'électorat musulman, comme si on pouvait faire le distinguo, ou en tout cas faire le parallèle avec une partie des latino-américains. C'est vrai qu'on votait pour Trump au second tour, là déjà on a commencé à se poser des questions. Et le deuxième incident est venu dans cette affaire Sarkozy, c'est quand un grand influenceur de la plateforme Twitter, un influenceur musulman, lui a dit ce message que je vous cite: « Demain, s'il y a un parti de centre-droit pro-business qui dégage les islamophobes de droite tradie, conservateurs sur l'héritage chrétien de la France, mais qui prône la cohabitation religieuse sans faire laïcard et solide sur l'ordre, ce parti fait 60% au premier tour. » Donc là, vous voyez, c'est vraiment pour le coup la grande réconciliation. Et Louis Sarkozy a répondu qu'il était tout à fait d'accord avec ces lignes. Et c'est à partir de ce moment qu'une partie, en tout cas de la droite des réseaux, s'est jetée sur lui et l'a qualifié justement d'imposteur. Justement, ce qui est drôle, c'est que cette réponse, il l'a ensuite retirée. Donc là, vous voyez vraiment l'arrière-pensée derrière cette droite libérale qui est prête à toutes les compromissions, notamment avec une partie des élites islamistes pour demain arriver au pouvoir. Et s'il y a quelques lecteurs de Michel Houellebecq, peut-être que ça vous fera venir en tête des extraits de Soumission peut-être aussi. Et donc, en politique intérieure, le deuxième aspect où, à mon avis, il joue un rôle assez important, c'est qu'il y a vraiment une volonté de se faire aujourd'hui le VRP du prochain Sarko, ou en tout cas du nouveau Sarko dans cette logique Buisson. Là, c'est un constat, parce que justement, parfois, les insiders, il faut aller les lire. Et peut-être que le nom d'Aquilino Morel vous dit quelque chose. Aquilino Morel, c'était le conseiller politique de François Hollande à l'époque. Et justement, il faut aller les lire, parce que ces gens ont été à l'intérieur des instruments du pouvoir, ils connaissent un petit peu les arcanes. Et il y avait un article du Point qui était très intéressant, et Aquilino Morel faisait ce constat, somme toute, qu'on peut faire nous aussi. Il disait que le vote RN aujourd'hui était la résultante de plusieurs choses: de la désindustrialisation, du déclassement économique, de l'immigration incontrôlée, de la dilution de la France dans une Europe de plus en plus fédéraliste. Donc là, vous voyez, c'est des choses qui nous parlent, j'ai envie de dire, en tant que nationalistes et souverainistes. Et il montrait justement que l'électorat de droite aujourd'hui était scindé, comme je vous l'ai dit au début de cette conférence, entre d'un côté les classes populaires qui sont plutôt ralliées au Rassemblement national, et de l'autre, une partie de la bourgeoisie et des retraités qui, elle, est réfugiée plutôt chez Emmanuel Macron ou chez les LR. Et justement, Aquilino Morel disait que si demain le gouvernement central veut empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, il faut faire émerger ce nouveau Sarko qui puisse empêcher justement le RN d'arriver au pouvoir. Et quand on lui demandait la figure politique qui l'intéressait le plus, Louis Sarkozy faisait cette réponse: « J'ai envie de prendre l'intelligence d'un Bellamy, la stratégie d'un Wauquiez, le régalien d'un Retailleau, le budgétaire d'un Lisnard, l'attrait populiste d'un Darmanin, de mélanger ça en une personne et de foncer à la ligne. » Bon, c'est vrai qu'on dirait plutôt l'abominable créature de Frankenstein, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer dans quel univers mental cette personne peut naviguer. Un homme qui a des principes. Voilà, un homme qui a des principes. Mais moi, c'est surtout l'intelligence d'un Bellamy qui me séduit, mais... Et aussi le côté populiste de Darmanin, je sais pas absolument pas d'où ça sort. En tout cas, si vous voulez, il y a vraiment eu cette volonté chez Louis Sarkozy de se faire le VRP de Bruno Retailleau. Et justement, Louis Sarkozy, quand il a commencé à faire de plus en plus d'apparitions sur les plateaux, on sait qu'il a rencontré plusieurs ministres. Le Cornu, par exemple, un ancien de l'UMP, Rachida Dati. Là, on peut comprendre via son père, bien évidemment, les anciennes relations, et aussi Bruno Retailleau. Et là, je vous renvoie à un article qui est mentionné dans le livre, un article du JDD qui est absolument magnifique, où il nous montre justement qu'il y a un amour réciproque entre les deux, où on voit les conseillers de Bruno Retailleau encenser Louis Sarkozy face au ringard Bardella. Donc voilà, c'est vraiment dans cet univers, on se renvoie des services, on essaye de faire monter un narratif comme ça, un peu des bulles spéculatives autour des personnages. En tout cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas, de construire un narratif autour de Bruno Retailleau. Mais je pense que vous êtes ici personne dupe, vous avez des bons anticorps politiques, et vous avez dû le voir, par exemple, c'est la volonté de faire succéder ces sondages où on nous vend Bruno Retailleau qui monte,
ses déclarations sur l'Algérie, où on nous renvoie directement les OQTF juste après. Mais par contre, on voit qu'auprès notamment de la population française, on essaye comme ça de faire monter, ou en tout cas de construire un narratif autour de ce nouvel homme providentiel de la droite. Et Louis Sarkozy joue ce rôle, et il avait notamment écrit dans un article, donc là ici, il vise Bruno Retailleau. Il est fermement ancré à droite sur toutes les questions essentielles pour les Français, sans être affilié au Rassemblement national. Ayant participé à 2, voire davantage gouvernements macronistes, il n'est pas en opposition frontale avec le bloc central, comme quoi même lui n'est pas dupe de ce qu'il fait, et pourrait être perçu comme un successeur crédible si ce dernier venait à s'effondrer. Ces nouveaux ennemis sont aussi des adversaires cruciaux. Pour réussir, il faut être haï par la France insoumise. Donc là, vous voyez aussi, il y a vraiment une volonté de stratégie, de provocation qui est complètement voulue avec l'Algérie, alors bien évidemment qui est légitime, mais aussi via la France insoumise, et cette volonté de faire émerger cette droite très très sérieuse autour de la figure de Bruno Retailleau, avec malheureusement ce qu'on sait. Et donc, dans ce livre, j'appréhende, et donc ça sera la 3e et dernière partie de ma conférence, l'impasse du libéral-conservatisme. Parce que je reviens aussi sur le cas américain, qui est vraiment un cas dont on doit aujourd'hui prendre quelques leçons. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, Louis Sarkozy, au moment de la campagne présidentielle américaine, s'est fait le défenseur de Trump. Justement, cette ligne populiste du Dodge, vous savez, la volonté de déconstruire comme ça, ou en tout cas de fracturer le mammouth bureaucratique. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rupture au moment de la guerre en Ukraine. Et là aussi, vous avez dû apprécier dans le camp national, dont on fait tous partie ici, le retournement de nos chers libéraux européistes et néoconservateurs qui, si ils n'avaient rien à dire lorsque les États-Unis imposaient leur impérium, ou en tout cas leur empire, sur les instances de l'Union européenne et en France, quand c'était les démocrates américains, quand il y a eu justement un Trump qui est arrivé, qui a mis un grand coup de balai, avec notamment l'USAID par exemple, là justement ils se sont découverts patriotes. Et c'est vrai qu'on a eu des déclarations assez intéressantes, par exemple de BHL, qui se proclamait patriote, Caroline Fourest aussi. Oui, ça fait mal parce que justement, moi qui gravite un peu dans la sphère nationaliste et aussi la sphère de la nouvelle droite, la critique des ingérences américaines, de l'extraterritorialité américaine, ça fait des années, voire des décennies qu'on l'a faite. Et aujourd'hui, eux se découvrent patriotes français, patriotes européens, et aujourd'hui, ils nous montrent, même nous, comme des traîtres, en tout cas comme des vendus à Poutine, comme des vendus à Trump. Donc là, vous voyez aussi à quel point les situations politiques peuvent changer du tout au tout. Et c'est vrai que malheureusement, si nous, comme je l'ai déjà dit, on a les anticorps politiques pour voir les manipulations médiatiques, les manipulations communicationnelles, en tout cas, malheureusement, il y a toute une partie de nos peuples qui n'ont pas ces anticorps et qui sombrent un peu dans le narratif. Et en tout cas, je reviens à ce moment Trump, parce que c'est vraiment, un populisme version 2, à mon avis, qui doit nous inspirer, même si, bien évidemment, on n'a pas singé les États-Unis, nous sommes avant tout des Français, et les Américains jouent pour eux, les Français doivent jouer pour eux. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses intéressantes, parce que vous savez, cette mise en place des protections douanières, des tarifs douaniers, de la multipolarité, la reprise des relations aussi, somme toute normales, avec la Russie, ça a fait dire à un nombre d'éditorialistes, dont Chantal Delsol, par exemple, qu'on était basculé dans un monde illibéral, ou en tout cas que la politique Trump s'annonçait sous des airs illibérales. Et il y a un exemple qui a été particulièrement intéressant au sein du camp MAGA, donc Make America Great Again, c'est la fameuse question des visas H1B. Alors là aussi, c'est une question qui est assez, en tout cas qui est assez spécifique aux États-Unis, mais à mon avis, c'est assez intéressant parce qu'on a vu une opposition au sein du camp national entre, une droite, on va dire, ethno-nationaliste américaine, donc vraiment isolationniste, centrée sur elle-même, et une autre centriste libérale avec les grands patrons de la tech. Et on voit que ces deux camps, s'ils ont pu être ensemble pendant la campagne Trump, ils se sont un peu opposés. Ces visages H1B, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la promotion de l'immigration légale, et notamment des ingénieurs, vous savez, indiens, qui sont maintenant des très grands ingénieurs, en tout cas depuis qu'ils vont dans les écoles américaines et même anglo-saxonnes, c'est vraiment des ingénieurs de très bon niveau. Et vraiment, ce qui intéresse en tout cas les patrons de la tech, c'est qu'ils coûtent moins cher justement que les ingénieurs américains. Et c'est ce qui a fait dire à notre cher Steve Bannon, qui a parfois des crampes aussi
dans le bras que cette histoire de visa ressemblait à une escroquerie des oligarques de la Silicon Valley pour prendre les emplois des citoyens américains. Donc là, vous voyez que même au sein du camp national trumpiste, il y a cette collision, ou en tout cas cette opposition entre d'un côté les libéraux conservateurs et de l'autre, on va dire, les nationalistes illibéraux. Et ça faisait dire justement à Stéphane Brizzi, qui est un journaliste pour la revue Éléments, je le cite, « L'intérêt de cette dispute n'est donc plus seulement celle d'une critique de l'immigration. Elle pointe du doigt le système économique libéral sans frontiériste qui, aux États-Unis comme en Europe, écrase les peuples, les remplace au nom du PIB et des profits. Musk perd pied et s'énerve en traitant d'agras ces nationalistes blancs, dont la présence sur X n'est due qu'au rachat de la plateforme par le milliardaire en octobre 2022. » Donc là, vous voyez que au sein du camp national, même américain, on a pu avoir déjà cette opposition. Et c'est vrai que, comment dire, cette révolution culturelle américaine qui est en train de se passer avec la version 2, en tout cas le second mandat de Trump, eh ben, doit nous inspirer, à mon avis, nous, dans une prise de position doctrinale. C'est vrai que le mot illibéral, c'est parfois un peu comme le mot souverainiste, on ne sait pas trop quoi ranger derrière. Je pense que vous l'avez tous un peu ici essayé avec vos familles. C'est vrai que derrière le mot souverainiste, en tout cas derrière la souveraineté, les gens ont parfois du mal à mettre certains mots. Mais par contre, quand on leur parle de leur facture d'électricité, moi j'ai un cousin qui est agriculteur, quand je lui parle des agneaux qui viennent de Nouvelle-Zélande, là tout de suite il voit l'importance justement des thèses souverainistes qu'on a à défendre, qui peuvent être sur l'énergie, sur la souveraineté alimentaire, sur la souveraineté militaire, et je peux bien évidemment ouvrir le panel comme ça à l'infini. En tout cas, l'illibéralisme, c'est une notion à mon avis qui est assez intéressante dans les années à venir, parce que l'illibéralisme n'est pas un conservatisme. Parce que les grands conservateurs des dernières années, s'ils ont bien une chose dont ils ne peuvent pas, à mon avis, s'enorgueillir, c'est qu'ils ont perdu toutes les batailles sociétales, sociale et j'ai même envie de dire politique. Les conservateurs à chaque fois suivent derrière les libéraux, suivent derrière les mouvements de gauche. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une opposition. Nous ne sommes pas, enfin en tout cas moi je dis nous, je vais parler que pour moi déjà, mais en tout cas on n'a pas à se déclarer comme des conservateurs. Nous sommes autre chose, nous sommes des nationalistes, des patriotes, comme l'a très bien dit aussi Pierre-Yves. Bon, en tout cas on est autre chose. On n'a pas à être en tout cas la queue de comète ou en tout cas la deuxième personne dans la file derrière les libéraux ou les progressistes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment eu une mutation aux États-Unis, c'est qu'à l'époque, la droite républicaine, ça avait été souvent, comment dire, un fusionnisme. Le fusionnisme, c'est les thèses conservatrices dans le domaine sociétal et les thèses libérales dans le domaine économique. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment eu un renversement et une volonté de s'opposer à ce système via notamment une redécouverte d'intellectuels catholiques. C'est assez intéressant, notamment grâce à Vance, par exemple, qui est vraiment quelqu'un qui s'est réemparé de certains auteurs, notamment qui viennent d'Europe. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont développé une notion qui est assez intéressante, c'est la thèse d'aristopopulisme. C'est-à-dire, on revient, comme je vous l'ai dit, sur une opposition haut contre bas qu'on connaît bien dans le mouvement populiste, mais c'est pas absolument pas une thèse, on va dire, marxiste d'opposition purement verticale. Il y a vraiment une volonté de s'opposer aux élites en place, mais de les remplacer par d'autres élites nationalistes, ou en tout cas qui vont prendre à cœur le bien commun et la volonté de défendre la nation, de défendre les industries, de défendre le peuple face à l'immigration légale et illégale. Et c'est vrai que moi, c'est une tradition qui m'est chère en France et comment dire, cette tradition entre un pouvoir, j'ai pas envie de dire autoritaire, mais un pouvoir central fort et une partie du peuple contre justement les corps constitués, contre l'oligarchie en place, on a déjà eu des exemples en France. Je peux mentionner rapidement le général Boulanger, même si c'est une tentative qui a avorté. Je peux parler bien évidemment de Napoléon III, qui s'est vraiment appuyé comme ça sur la notion plébiscitaire. Et je peux même mentionner bien évidemment le général de Gaulle, qui a fait ce lien direct avec le peuple, avec le suffrage direct, mais aussi avec la promotion du référendum contre les corps constitués en France. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec le gouvernement des juges, on est totalement là-dedans. Alors bien évidemment, chaque période avait ses spécificités, mais vraiment cette notion d'opposer la souveraineté populaire à l'état de droit, au gouvernement des juges, ça c'est vraiment le cœur central de la proposition illibérale, contre la démocratie libérale. Et c'est vrai qu'à mon avis, cette voie illibérale dans les années à venir, elle est porteuse, parce qu'aujourd'hui, faisons un constat bref dans les démocraties occidentales. On a une baisse de la natalité des peuples autochtones, on a une immigration de masse européenne et on a un modèle social fondé sur le fétiche de la croissance. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces données, de ce constat, remet en cause, si vous voulez,
les contrats sociaux qui se sont élaborés, ou en tout cas sur lesquels se sont élaborés les États-nations au XIXe siècle. Les États-nations au XIXe siècle, ils se sont élaborés sur quoi? Sur, on va dire, une compréhension du peuple comme un ensemble relativement hétérogène ethno-culturellement, si vous voulez, vraiment le peuple, on n'avait pas besoin de le définir. Deuxièmement, par une élite qui ne se faisait plus par le sang, mais par le mérite. C'est la fameuse montée des bourgeoisies. Bien évidemment, on peut avoir mille reproches à faire là-dessus, mais vraiment, il y a une volonté que les élites ne soient plus décidées par le sang, mais par le mérite. On a aussi une classe moyenne, parce que les systèmes, ou en tout cas les États-nations, vont se constituer sur des classes moyennes stables et qui commencent à apparaître au XIXe siècle, qui sont des classes moyennes qui, comment dire, vont monter comme ça, en tout cas, et vont prendre de plus en plus de poids politique. Et ensuite, c'est un modèle économique productif. Aujourd'hui, quand on est dans un modèle économique plutôt de consommation, avec une tertiarisation, une métropolisation de nos modèles économiques, vous voyez que c'est tout cet ensemble de contrats sociaux qui est remis en cause. Et justement, ça faisait dire à Stephen Smith, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est un essayiste anglais qui avait fait ce fameux livre en 2018, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent, et qui montrait que les nations européennes n'allaient pas être confrontées à un dilemme dans les années à venir, mais à un trilemme. Et ce trilemme, qu'est-ce qu'il est? Quel est-il plutôt? C'est que les pays occidentaux vont être désormais vont être sommés de choisir entre trois choses. Une croissance économique avec le maintien de l'État-providence, le contrôle des frontières avec la régulation de l'immigration et la hausse de la natalité au détriment de l'épanouissement individuel. Bon, concernant le dernier point, disons qu'en France, les politiques natalistes et les politiques familiales, on est plutôt au point mort. Il y a eu bien évidemment la constitution de l'IVG, on vous parle de la GPA, de la PMA, bientôt l'euthanasie qui va arriver aussi sur le devant de la scène. Et même, moi c'est quelque chose qui m'avait un peu interloqué, vous en souvenez, lors de la passation de pouvoir de Premier ministre entre feu Michel Barnier et notre cher Gabriel Attal. Gabriel Attal avait dit oui, mais je vais surveiller Monsieur Barnier pour ne pas qu'il ne rogne sur les droits LGBT. Alors moi je pensais qu'on avait d'autres chats à fouetter aujourd'hui en France, mais lui apparemment ce qui l'inquiétait c'était les droits LGBT. Bon, on voit qu'on n'est absolument pas revenu dessus, bon bref. En tout cas, le deuxième aspect aussi, comme je vous l'ai dit, c'est le contrôle des frontières. Là, on voit quand même une légère inflexion, en tout cas dans certains pays européens. Mais là-dessus, il faut à mon avis pas être dupe. Les gouvernements centraux, notamment plutôt à droite, ont compris qu'avec un électorat qui vieillit, parce qu'aujourd'hui on a un renversement de la pyramide des âges, si vous voulez, les retraités aiment bien qu'il y ait un statu quo, qu'il y ait un peu de sécurité tout de même. Et c'est vrai que des mesures où on durcit un petit peu les biscottos sur l'immigration légale, ça fait du bien à entendre. Et là, on retourne bien évidemment sur Bruno Retailleau. Et on a vu par exemple différents pays, je pense notamment à l'Italie, à l'Allemagne, durcir la législation sur les frontières, mais comme par hasard, dès qu'on durcit les mesures sur l'immigration illégale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, on a des accords sur l'immigration légale qui sont faits avec d'autres pays. Je m'étais intéressé au cas allemand, c'était absolument ahurissant. Au moment où Scholz dit qu'il va renforcer justement les contrôles aux frontières sur l'immigration légale, juste après, il passe des accords avec le Maroc, le Kenya, la Géorgie, l'Ouzbékistan et l'Inde pour faire venir sur X années un certain nombre d'immigrations légales. Donc là, vous voyez que bien évidemment, la carotte, on va essayer de nous la passer comme ça dans les années à venir. On jouera vraiment les costauds, on mettra des centres de rétention contre l'immigration légale parce que nous, les sujets sécuritaires de l'immigration, on les prend à bas-le-corps. Mais bien évidemment, de l'autre côté, l'immigration légale, elle continuera à aller. Et justement, ça nous fait tomber sur le troisième point, qui est la croissance économique. Et là, je vais juste vous citer une déclaration qu'avait fait Patrick Martin sur les ondes de Radio Classique. Patrick Martin, c'est l'actuel dirigeant du MEDEF. Et vous vous en souvenez, le jour de l'adoption de la loi immigration, ça avait donné l'objet d'un véritable cirque politique. Vous vous en souvenez, tout le monde s'était craché dessus, justement. Et derrière, la loi avait complètement été dévitalisée. Bon, bref, un cirque politique comme on les connaît en France. Et Patrick Martin, donc, déclarait: d'ici à 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social et notre modèle économique, de 3,9 millions de salariés étrangers. Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie. Donc là, vous voyez, à chaque fois, les questions économiques, les questions démographiques et les questions identitaires, ou en tout cas sociales et de souveraineté, à chaque fois, elles sont liées. On ne peut pas appréhender une question sans justement appréhender les autres. Et pour finir cette conférence, je vais revenir, sur une prémonition qui annonce, que j'évoque un petit peu dans ce livre et qui annonce un petit peu mon prochain livre, en tout cas sur lequel je travaille. C'est que je pense que le 21e siècle est vraiment un 19e siècle à front renversé.
Aujourd'hui, notre archaïque, dans une période d'accélération comme on est en train de la connaître aujourd'hui, il n'est pas dans le Moyen-Âge, comme toute une partie des penseurs peuvent le penser, mais il est vraiment dans le 19e siècle. Là-dessus, il y a une parole de Jean Vioulac, peut-être que vous le connaissez, c'est un philosophe vraiment intéressant, qui est trop méconnu à mon avis, mais qui a vraiment, c'est vraiment à mon avis un des philosophes contemporains les plus brillants. Et il avait dit que le paysan du XVIIe siècle français avait plus à voir avec le paysan sur Virgile qu'avec le paysan de nos jours. Si vous voulez dire, au XIXe siècle, on a vraiment un chamboulement des sociétés européennes qui est vraiment irréversible et qui est fondamental. Parce que le XIXe, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition d'une nouvelle élite avec la bourgeoisie montante contre l'aristocratie. C'est les nationalités qui apparaissent en Europe, même si la nationalité française, à mon avis, remonte bien avant. On a la révolution industrielle qui va changer aussi les sociétés européennes en profondeur. Si on était dans des sociétés relativement paysannes avant, en tout cas très agraires, on va passer vraiment dans des modèles urbains, industriels, en tout cas de concentration de population, avec bien évidemment l'apparition des chemins de fer, l'apparition de certaines technologies avec l'électricité, ce genre de choses, et aussi les mouvements mécaniques dans l'industrie. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça a modifié toutes nos sociétés, tous nos schémas de pensée, toutes nos configurations communautaires, familiales, ce genre de choses, en profondeur. Donc vraiment, notre archaïque, il est dans le 19e siècle, et je pense aujourd'hui que le 21e siècle, ça va être un envers du décor du 19e siècle. Et là-dessus, j'aimerais vous citer un extrait d'un livre d'un grand sociologue qui est André Siegfried. André Siegfried, c'est un grand-père en tout cas, vraiment un grand patronyme de la sociologie française. C'est l'auteur du tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République. C'est vraiment un penseur intéressant parce que Jérôme Fourquet, par exemple, s'en est revendiqué dans un de ses derniers livres et il expliquait donc dans son livre L'âme des peuples en 1950. Le 19e siècle se croyait de bonne foi nationaliste et impérialiste, c'était, et il ne l'ignorait pas, le siècle de Bismarck et de McKinley. En réalité, il était internationaliste et libéral. La race blanche occidentale, disons européenne, avait réalisé sous sa direction une forme d'unité mondiale qui rappelait celle de l'Empire romain. Dès qu'on sortait d'Europe, on entrait de plein pied dans une sorte de république mercantile internationale, fonctionnant sous l'égide britannique et dans lequel tous les blancs, quels qu'ils fussent, bénéficiaient en fait des mêmes droits. On se heurtait sans doute au nationalisme et au protectionnisme, mais leurs effets demeuraient limités, toujours contrôlés, l'atmosphère étant celle de l'échange et du libre-échange. Donc là, vous voyez, panorama du 19e. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation complètement renversée. Tout d'abord, si on allait des nations vers l'internationalisme, je pense aujourd'hui que c'est plutôt un mouvement inverse. Bon, moi, je suis un critique de l'Union européenne, donc c'est un mouvement, en tout cas, qui me parle. Et c'est vrai qu'en tout cas, on voit un appel des peuples, en tout cas une partie des peuples, justement appeler justement à ce retour à la nation. Et le saut supranational qu'on nous a vendu pendant des années, il passe mal. Et c'est pour ça aussi, justement, que le pourvoir se rédit. Donc là, premier renversement par rapport au 19e siècle. Deuxième renversement, quelque part, cette hégémonie de l'homme blanc, elle prend fin. On peut s'en réjouir, on peut s'en plaindre, mais aujourd'hui, on voit plutôt que c'est la multipolarité qui apparaît. C'est les BRICS qui, justement, commencent à se montrer. C'est la Chine, c'est l'ensemble de ces pays, justement, qui ne veulent plus subir le magistère moral de la part de l'homme blanc. Ce genre de choses, on l'a vu au moment de l'épisode de la guerre israélo-palestinienne. Mais vraiment, là, c'est aussi un grand renversement. Et aujourd'hui, l'homme blanc n'est plus le seul sur la planète. Il doit aussi considérer les autres civilisations, les autres peuples, les autres races. Et enfin, le troisième aspect, c'est que si à l'époque on allait vers le libre-échange et l'échange généralisé et la mondialisation, aujourd'hui on voit plutôt le retour des frontières. C'est les tarifs douaniers, bien évidemment, de Trump. C'est la notion de protectionnisme qui revient aussi, là aussi c'est intéressant. Et c'est des notions comme la démondialisation. Je crois que Jacques Sapir est déjà venu faire des conférences ici, il a déjà dû vous en parler et il vous en parlerait bien mieux que moi, mais c'est aussi des notions de localisme. En tout cas, on voit que les notions de frontières reviennent. Voilà, je vais faire le service après-vente aussi. Et d'ailleurs, revenons aussi sur cette notion de protectionnisme, qui est vraiment une notion aussi qui émerge à partir du 19e siècle. Là-dessus, je vais aussi faire de la publicité pour le Cercle Aristote. Il me semble que vous avez sorti des ouvrages d'Yves Pérez, c'est ça, sur la notion... Oui, voilà, vous l'avez. C'était absolument pas prévu, mais... Ouais, voilà. Et c'est vrai que pour les plus anciens ici, il y a
5, 10 ans, quand on parlait de protectionnisme, on était vraiment qualifié de ringard. On vous disait, mais non, aujourd'hui, on est dans l'abattement des frontières, on est dans la mondialisation assumée et heureuse, bien évidemment, le brassage des populations, les flux de capitaux, et on voit aujourd'hui qu'on est revenu là-dessus. Et au 19e siècle, là, je vous renvoie à la lecture d'un livre de David Todd, et non pas d'Emmanuel. David Todd, c'est son fils, et qui revient sur l'identité, qui s'intitule « L'identité économique de la France ». Et en fait, c'est souvent un impensé, mais au 19e siècle, on a vraiment eu l'opposition entre deux doctrines économiques. D'un côté, le libre-échangisme et de l'autre, le protectionnisme. À l'époque, les promoteurs du libre-échangisme, c'est bien évidemment les anglo-saxons. Ils ont fait leur révolution industrielle avant les autres pays européens, ils ont une avance technologique, ils ont un surplus justement de machines, et qu'est-ce qu'on veut justement quand on est un pays avec une telle situation de domination, c'est une ouverture des frontières pour déverser notre surplus industriel. Sauf qu'à l'époque, les industriels français, allemands, italiens demandent des barrières tarifaires parce que justement ils ont besoin de refaire leur retard justement sur les Anglais. Et vous voyez par exemple des personnages comme Adolphe Thiers être les promoteurs du protectionnisme parce que Adolphe Thiers a un mariage avec une femme qui est une grande famille industrielle du nord de la France. Donc vous voyez comme par hasard. Et à l'époque ce qui est drôle c'est que c'est plutôt les vignerons qui sont libre-échangistes en France parce que les vignerons ils n'ont pas de concurrence en Europe. À eux ils ont besoin qu'il y ait moins de barrières tarifaires pour écouler leur stock de vin. Donc vraiment à l'époque, cette notion de protectionnisme commence à émerger et il faut à mon avis aujourd'hui qu'on s'en empare parce que plus qu'une notion économique, le protectionnisme, il va permettre justement la montée aussi du sentiment national. Et là aussi, ça nous intéresse en tant que souverainiste. Aussi, il est culturel parce que c'est la montée de l'éducation. Il est social parce que c'est l'affirmation de nouvelles élites. Donc, vous voyez vraiment la notion de protectionniste, comme ça, elle touche plusieurs domaines. Aussi, autre retour au 19e siècle, là je pense on est en retour, j'en fais juste deux et après je vous lâche avec mon 19e siècle et on aura fini cette conférence. Mais il y a aussi un moment qu'on oublie trop souvent, c'est le moment de la colonisation, fin 19e notamment, qui est impulsé par la Troisième République. Et ce qu'il faut comprendre, ou en tout cas garder à l'idée, c'est qu'à l'époque, les promoteurs de la colonisation, c'est les libéraux et c'est les hommes de gauche surtout. C'est Léon Blum, c'est Jules Ferry, c'est Victor Hugo, c'est la fameuse lumière qu'on doit apporter au peuple resté dans l'obscurité ou en tout cas dans les ténèbres de l'obscurantisme. Et c'est vrai qu'à l'époque on a un mélange détonnant entre d'un côté des hommes de gauche et des libéraux, Prévost-Paradol, Leroy-Beaulieu, Stuart Mill, qui vont se faire vraiment les promoteurs de la colonisation. À l'époque les hommes de droite sont plutôt rétifs ou en tout cas assez critiques de la colonisation parce qu'en 1870-1871, vous vous souvenez, on a perdu l'Alsace et la Lorraine malheureusement après, qu'on récupérera, mais après la guerre contre la Prusse. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous avez par exemple cette phrase de Déroulède, assez dure, mais qui est de l'époque. « J'ai perdu 2 sœurs et vous m'offrez 20 domestiques ». Bon, la phrase est vraiment de l'époque, mais il faut vraiment comprendre qu'à l'époque, la droite s'oppose à la colonisation. Et il y a un personnage qui est somme toute emblématique de cette droite qui s'oppose à la colonisation, c'est Hubert Lyautey. Hubert Lyautey, là aussi je vais vous renvoyer à vos cours d'histoire, c'est ce fameux résident général de France au Maroc à Casablanca de 1912 à 1925, dont Georges Clemenceau, peut-être que vous connaissez la fameuse phrase de Georges Clemenceau sur Hubert Lyautey que je ne vais pas répéter ici, mais en tout cas vous pouvez vous intéresser au personnage, c'est assez intéressant. Et vraiment, Hubert Lyautey, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il a une approche différente des républicains. À l'époque, les républicains sont universalistes. Et il existe un grand H, un grand homme avec un grand H, c'est l'homme justement universel. Et à l'époque, Hubert Lyautey a une vision différente des peuples et des hommes. C'est une vision qu'on pourrait qualifier de différentialiste. Il dit justement que chaque peuple développe au sein de son substrat comme ça, ethnico-culturel, son propre génie, sa propre culture, ses propres besoins, qui sont différents d'un peuple à un autre et qui sont en tout cas pas transposables justement de manière universelle. Et c'est une vision assez intéressante parce qu'elle nous sort d'un dilemme, ou en tout cas d'une opposition un peu factice qui est entre d'un côté les universalistes, tous les hommes sont semblables, et de l'autre côté les suprémacistes. Il y a, des hiérarchies. Là, c'est vraiment
cette proposition, comme il le disait très bien, les Africains ne sont ni supérieurs ni inférieurs, ils sont tout simplement autres. À mon avis, c'est une vision aussi qu'on peut s'emparer à droite, ou en tout cas qui est à mon avis assez intéressante. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours considéré que le 19e siècle n'était pas l'émergence de cette opposition entre d'un côté la droite et la gauche, mais vraiment dès le 19e siècle cette opposition entre d'un côté les libéraux et les illibéraux. Comme je vous l'ai dit, dans le domaine économique, d'un côté les libre-échangistes contre les protectionnismes, sur le domaine identitaire, les colonialistes contre les différentialistes, sur le domaine philosophique, les universalistes contre les particularistes. Les particularistes, si vous voulez, c'est vraiment ce courant de pensée en fait qui fait dire qu'on peut pas considérer l'homme avec un grand H. Là, s'il y a des lecteurs de Barès dans cette salle, peut-être que vous pourrez vous retourner vers son grand livre Les Déracinés, où il peint, vous savez, ce grand professeur de la Troisième République, le professeur Bouteiller, qui arrache ces petits Lorrains justement à leur patrie charnelle pour les projeter dans cette Troisième République teintée de kantisme ou de ce genre de choses. Et à l'époque, sur le domaine politique, qui est le domaine qui nous intéresse, déjà à l'époque, on a cette opposition entre d'un côté les européistes et de l'autre les nationalistes. Vous savez, au XIXe siècle, Victor Hugo déjà promet les États-Unis d'Europe, par exemple. C'est des notions qui apparaissent. Donc là, vous voyez, déjà au XIXe siècle, on a cette opposition fondamentale entre les libéraux et les libéraux. Et donc, j'en reviens à mon dernier retour au XIXe siècle, et après la conférence sera finie, parce que maintenant, que faire politiquement pour essayer de se sortir de cette situation politique? Et là, c'est peut-être de passer par un penseur qu'on lit à mon avis malheureusement pas assez, qui est Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, penseur marxiste, penseur de la notion de bloc historique, peut-être là aussi ça vous parle. Et Antonio Gramsci a analysé justement comment au XIXe siècle, au moment du Risorgimento italien, au moment de la constitution de la nation italienne, une nouvelle élite avait remplacé l'ancienne élite, l'ancienne aristocratie. À l'époque, en Italie, si vous voulez, c'était vraiment cette grande classe bourgeoise du nord de l'Italie, Piémont, Lombardie, qui s'était alliée à une partie des classes moyennes montantes pour s'opposer aux anciennes élites aristocratiques Bourbon. Et justement, il avait bien montré que pour qu'on ait un bloc historique qui apparaisse, il fallait 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'était une strate sociologique. Donc là, comme je vous l'ai dit à l'époque, c'est une alliance de la bourgeoisie montante et des classes moyennes contre l'ancienne aristocratie. La strate idéologique, c'est la fameuse hégémonie culturelle. La bataille culturelle, peut-être là aussi vous en avez déjà entendu parler, c'est vraiment opposer à la conception du monde, au système de valeurs en place, un autre système de valeurs et une autre conception du monde. Donc là, on en revient à notre exemple de Trump qui oppose aujourd'hui un véritable logiciel contre le système en place. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est la crise organique. C'est le défaut de représentativité. Au XIXe siècle, la bourgeoisie qui vraiment, a déployé ses ailes de manière matérielle, demande justement à avoir la main sur la politique, qui était autrefois le domaine réservé à l'aristocratie. Donc là, crise de représentativité. Et là, ça nous amène à notre configuration actuelle pour finir. Aujourd'hui, s'il y a quelques lecteurs de Jérôme Sainte-Marie, on a vu que depuis 2017, vraiment depuis la première élection de Macron, on a de plus en plus cette opposition électorale entre d'un côté un bloc populaire et de l'autre un bloc élitaire. D'ailleurs, on le voit au moment des élections, les clivages aujourd'hui, même si bien évidemment le clivage gauche-droite conserve une certaine pertinence, aujourd'hui les clivages en tout cas électoraux, c'est plutôt en termes du niveau de diplôme, en termes du lieu d'habitation, métropole contre France périphérique, les fameuses thèses de Christophe Guilluy, et aussi les revenus et les catégories socio-professionnelles. Là, quelques chiffres, ou en tout cas quelques données à avoir en tête. En 2022, lors du second tour des élections présidentielles, Marine Le Pen l'a emporté dans plus de communes qu'Emmanuel Macron. Parce que bien évidemment, les grands centres urbains ont voté majoritairement Emmanuel Macron après avoir voté souvent Jean-Luc Mélenchon. Et même autre indication à garder en tête, si 70% des cadres ont voté pour Macron, 60% des employés et des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Donc, évidemment qu'on n'a pas à devenir marxiste, mais en tout cas, c'est des notions qu'on doit quand même conserver en tête. Et le populisme, bien évidemment, qui s'appuie comme ça sur ce clivage géographique, France, périphérique, métropole, mais aussi social. On le voit en tout cas dans les intentions de vote. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le clivage qui va arriver dans les années à venir et sur lequel il faut insister, même s'il y a bien évidemment la question identitaire et la question d'islam qu'il ne faut absolument pas mépriser, notamment via la démographie, c'est vraiment cette opposition entre un bloc libéral, métropolitain,
des inclus, des gagnants de la mondialisation contre ce bloc libéral qui a, à mon avis, besoin de protectionnisme, de préférence nationale, de souverainisme aussi, notamment via, comme je vous l'ai dit, la question énergétique. Et à mon avis, dans les questions à venir, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et c'est peut-être une voie pour le camp souverainiste et le camp patriote, c'est vraiment cette voie libérale à développer. Et j'en ai fini. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.